Mais ça a ouvert une brèche, ça a ouvert un espoir, et ça a ouvert les mobilisations. Et Sandra le rappelait, Grenoble a été précurseur pour mettre en place un premier centre d'accueil public, en contournant la législation, parce qu'on a transformé ça en association, et c'était les adhérents de l'association qui venaient discuter à l'intérieur de leur association pour ne pas trop être en contradiction ouverte avec la loi. Ce centre public de Grenoble a eu un succès extraordinaire auprès des militantes, puisque dans l'année suivante, c'était 26 centres qui s'ouvraient dans différents départements, et en 5 ans après, il y avait 74 centres permanents dans 59 départements. Ça a représenté un courant d'opinion, mais qui a fait une pression extraordinaire sur tous les dirigeants politiques, tous les élus. Et le Parlement a bien été obligé en 1967 de voter la loi pour la contraception. On doit dire qu'il a bien été obligé, parce que quand même ça traînait pas mal les pieds. C'est la loi Neuwirth 1967 qui légalise donc la contraception prescrite par un médecin. Mais là, il y a quelque chose qu'il faut noter, parce que ça va revenir constamment dans l'histoire, c'est que ça a été d'application seulement 2 ans après, et que ça n'a été remboursé par la Sécurité sociale qu'en 1974. Et à chaque fois qu'il y a une avancée comme ça, législative, une nouvelle décision, à chaque fois, les délais sont retardés, ou on met un frein, comme si, en même temps, on était obligé, donc on vote la loi, mais en même temps, on essaie d'y mettre un frein pour pouvoir tirer un petit peu en arrière. C'est constant, ça, dans cette histoire de liberté de la contraception et de l'avortement. Mais tout ça, ça a quand même un peu débloqué la situation, et il va se passer beaucoup de choses dans les années 1970. 1972, un procès à Bobigny. Une jeune femme de 17 ans et sa mère passent en justice parce que la jeune femme a avorté, à la suite d'un viol d'ailleurs, il faut dire. Ce procès a beaucoup mobilisé, beaucoup de soutien pour la jeune femme, et un écho dans les médias très très important, et dans la population. La jeune femme est relaxée, ça a marqué l'histoire. 72 aussi, les médecins déclarent, 331 médecins, oui, nous faisons des avortements. 1972 se crée le groupe Information Santé, qui commence à pratiquer la méthode Karman qu'on ne connaissait pas en France, qui est en fait la méthode par aspiration. Alors là, 1973, dans la foulée, se crée le MLAC, Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception, qui diffuse les moyens d'avortement par aspiration. Mais pendant ce temps-là, s'est développé le mouvement des femmes qui avaient été quand même un peu poussées sur le côté en 68, elles se sont dit il faut qu'on s'organise nous-mêmes, comme ça qu'on en sortira. Donc mouvement des femmes avec des courants différents, mais qui pèsent sur la scène politique et sociale. Et ça a pesé tellement tout ce qui s'est passé à travers le mouvement des femmes, les groupes femmes et tous ces groupes militants qui sont mis en place, qu'en 1975, eh ben ouais, le Parlement il cède, et après des débats homériques, vote la libéralisation de l'avortement. Oh, mais là, il y a des restrictions. Hein. C'est seulement jusqu'à 10 semaines. On établit une démarche culpabilisante, puisque la femme ne peut pas décider toute seule, il faut qu'elle ait un entretien avant avec quelqu'un beaucoup plus compétent qu'elle. Pour les mineurs, il faut l'autorisation des parents. Les immigrés doivent être en situation régulière depuis 3 mois. C'est pas gratuit, c'est pas remboursé par la Sécurité sociale, c'est seulement pour 5 ans, à l'essai, disent-ils. Et ça introduit la clause de conscience pour les médecins. Mais ça a été quand même une sacrée ouverture, cette libéralisation de l'avortement. Et dans l'année 79, moi j'avais un petit peu oublié ça, il y avait des formidables débats, j'ai relu dans des documents, mais il y avait en particulier le débat, il faut faire des manifestations pour l'avortement, mais est-ce qu'on les fait non mixtes ou est-ce qu'on les fait mixtes? Et ça s'était traduit dans le dernier trimestre en 1979 par une manifestation le 6 octobre non mixte, une manifestation le 19 octobre mixte, et les deux avec 40 à 50 000 personnes. Ah oui, on rêve hein, aujourd'hui, vous vous rendez compte, 2 manifs comme ça dans le trimestre. Mais en tout cas, c'est là que la loi de 79 a été votée, qui pérennise l'avortement et qui dit un centre d'IVG dans chaque hôpital. Mais on n'annonce toujours pas le remboursement. Mais le délai est quand même prolongé jusqu'à 12.
Ce que je voudrais encore dire là, c'est que en même temps que se sont développées les mobilisations, en même temps qu'il y a eu les avancées législatives, les opposants se sont organisés. Alors on a vu apparaître Laissez-les vivre sous la houlette du professeur Lejeune. SOS Tout Petit a succédé en fait à Laissez-les vivre. On a vu des mouvements partout dans les pays, parce que la mobilisation n'avait pas été seulement en France, elle avait été internationale. Par exemple, en 1979, il y avait eu une journée internationale pour l'avortement, avec des initiatives dans 20 pays, ce qu'on n'avait jamais vu, évidemment, dans l'histoire avant. Et donc, il y a ce double mouvement, mobilisation, réalisation législative, et organisation des opposants en France, en Suisse, aux États-Unis, et même en Angleterre, où la libéralisation s'était faite bien avant la France, il y a un retour par le biais de suppression de crédit. Donc, toujours concernant ce double mouvement, on gagne, mais c'est remis en cause. Dernier point donc, que je vais dire là, c'est que cette loi de 79, qui a quand même été essentielle pour l'avortement, elle a été complétée en 2001 par une loi qui représente certaines avancées. D'abord, on parle de l'avortement et de la contraception dans cette loi, c'est-à-dire qu'on rapproche les deux, c'est-à-dire qu'en fait, on reconnaît le droit unique de choisir des femmes qui passent par contraception et avortement. Et c'est important parce que dans la période, enfin, on a vu dans les années passées que souvent on opposait avortement et contraception. Et récemment, il y a une déclaration de Marine Le Pen qui dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça, l'IVG, à quoi ça sert? Après tout, il y a la contraception. » Alors, elle ne demande pas complètement la suppression, mais le non-remboursement, et là, elle se situe quand même bien dans la lignée de l'extrême droite traditionnaliste, catholique, SOS Tout Petit, etc. Donc, autre point positif là, c'est la reconnaissance du droit à la stérilisation volontaire, chose qui était très mal perçue en France jusque-là. On supprime l'entretien préalable, la femme devient seule propre à décider. L'autorité parentale est supprimée pour les mineurs, elles doivent être seulement accompagnées d'un adulte de leur choix. Il y a l'égalité de droit pour les immigrés, on porte le délai à 14 semaines d'aménorrhée. On introduit l'IVG médicamenteuse, mais là aussi, même chose. Hein. On introduit l'IVG médicamenteuse, mais le décret d'application ne sera que 3 ans plus tard, en 2004. Toujours ce même mouvement-là de va-et-vient. Alors, en termes de conclusion provisoire, puisque le débat va continuer, je dirais qu'il y a 2 choses essentielles dans l'histoire. C'est que ce qui a été acquis n'a été acquis que par des mobilisations, et que ce n'est jamais un acquis définitif, puisqu'il y a des forces politiques qui s'organisent pour contrer ce droit, qui est quand même le droit de choisir, mais droit à la libre sexualité, qui n'est toujours pas un sujet très libre dans ce pays. J'ai 5 minutes pour vous parler effectivement d'une seule chose. Pourquoi j'ai signé ce manifeste des 343 salopes? J'ai dit ce salope, parce que 343 femmes, c'était beaucoup plus violent que ça, parce que toute la société nous considérait comme des salopes. Le droit à l'avortement, c'était véritablement une femme qui se faisait avorter, était effectivement une salope dans la société à cette époque-là. D'abord, je vais parler d'un avortement qui a été très difficile pour moi, qui m'a marqué pour tout le reste de ma vie. C'est un avortement qui a eu lieu clandestin, effectivement, avec des sondes, j'en passe à des meilleures, et je me suis retrouvée toute seule, parce que j'avais rien dit à personne, y compris à ma mère. Je me suis retrouvée toute seule dans une chambre de bonne avec une de mes copines, et avec une fièvre épouvantable, et je me suis retrouvée avec une hémorragie énorme. Et du coup, j'ai dû être hospitalisée à la Pitié-Salpêtrière. Enfin, à l'époque, c'était la Salpêtrière. Et aux urgences, on m'a fait évidemment un curetage, et ce qui m'a beaucoup choqué, j'ai eu l'impression de vivre, je ne sais pas, la question où c'était du sadisme.